sur la bibliothèque, c'est plutôt l'impact côté organisation dans la bibliothèque. Et franchement, j'ai peur de ne pas trouver quoi dire parce qu'apparemment les communications se ressemblent trop. Il y a beaucoup de choses qui vont se recouper, ça traîne. Enfin, je vais essayer d'éviter ça. Il ne faut pas avoir peur. Là. Il ne faut pas avoir peur. Ok, moi je commence directement par pourquoi l'utilité de la numérisation. Moi je parle de cet aspect, enfin d'un point de départ en rapport avec les usagers, parce que finalement la numérisation, son objectif final c'est d'offrir plus de... c'est de satisfaire les besoins des usagers, qui sont de plus en plus nombreux dans les universités, dans les bibliothèques universitaires. Et d'un autre côté, nous avons ce besoin de préserver le fond de nos bibliothèques, hein, parce que finalement, il se détériore par usage. Et nous avons d'un autre côté, troisième point, c'est l'offre technologique qu'on peut bien exploiter pour répondre aux besoins des usagers et pour préserver les documents disponibles dans nos bibliothèques. Donc, une des solutions, c'est la numérisation. Qu'est-ce que la numérisation? Là, je ne vais pas revenir sur ce que Madame Ansel a dit. La numérisation, finalement, c'est de convertir d'un fichier, d'un format analogique à un format numérique. Donc, les données seront présentées dans un fichier constitué d'une suite de 0 et 1. Là, c'est informatiquement parlant. Pourquoi numériser? C'est la même chose, donc je ne vais pas revenir en détail sur ces points. Mais quand même, je vais essayer de balayer ça. Nous avons l'intérêt scientifique des documents, c'est-à-dire le contenu. Généralement, quand on procède à la numérisation dans une bibliothèque, qu'elle soit universitaire ou nationale, ou publique en général, la numérisation, je crois qu'on doit commencer par ces collections qui présentent une valeur scientifique, donc comment dirais-je, qui a un intérêt pour la recherche. Hein, parlons toujours de bibliothèques universitaires. Donc il faut penser à commencer par ces collections qui peuvent intéresser les usagers. C'est vrai, nous avons donc préservation des documents originaux. J'insiste beaucoup plus sur l'accès partagé, le troisième point. L'accès partagé, qui m'a dit M. Bedouche tout à l'heure, un ouvrage ne peut pas être utilisé par plus d'une personne en même temps, mais la numérisation nous offre cet avantage de partager un même fichier en même temps par plusieurs usagers. Donc nous avons un accès partagé, c'est ça la numérisation, c'est le partage de connaissances. Faciliter et favoriser l'échange entre plusieurs bibliothèques, là ça rentre dans le cadre de coopération. Bien sûr, on va revenir encore sur ce point en parlant d'autre chose. Offrir plusieurs modes de recherche, c'est encore c'est très important à une bibliothèque. Offrir un mode de recherche, un accès local, c'est-à-dire en intranet propre à la bibliothèque, ou sur Internet, donc mettre en ligne ces fichiers, mettre en ligne les documents numérisés. Comment numériser et à quel prix? Donc c'est là la question la plus importante. Comment numériser et à quel prix? Finalement, je ne vais pas revenir sur les points dits, mais moi je vais insister je voudrais insister sur la base de la chose, la numérisation. La base de la numérisation, donc c'est de définir un cahier des charges. C'est vrai, on a envie d'évoluer. C'est toutes les bibliothèques qui veulent suivre ces modèles étrangers, mais soyons réalistes. On doit donc planifier les choses comme il se doit. On doit donc planifier un tel projet comme il se doit. Donc, il faut définir les projets.
les objectifs du projet, prendre en compte les différents acteurs de la bibliothèque. Quand on parle d'acteurs, on parle d'utilisateurs, on parle du personnel. Les descriptions du fond à numériser. Il y a Madame Ansel qui a traité de ça, Et nous avons les matériels, les moyens matériels et logiciels. Là, c'est M. Hamad qui a détaillé ces points. Pour définir les objectifs, donc chaque bibliothèque a ses propres objectifs. Est-ce qu'elle veut conserver le patrimoine avec ou sans restauration? Là, parlons des documents détériorés. Produire des supports autonomes de diffusion, CD, DVD, etc. Et là, si elle choisit ça, donc il faut penser au matériel d'accompagnement, c'est-à-dire le matériel qui nous permettra d'exploiter ça, diffuser en ligne sur un réseau local ou là sur Internet. Toujours pour élaborer un cahier de charge, concernant les acteurs de la bibliothèque, nous avons d'abord les utilisateurs. Alors, pour les utilisateurs, il faut définir les catégories. Nous avons les étudiants, parlons toujours bien sûr de bibliothèque universitaire. Nous avons les étudiants, nous avons les enseignants, les chercheurs, peut-être les fonctionnaires, etc. Alors, le projet de numérisation va s'adresser à qui? Le fruit de la numérisation va s'adresser à qui? Qui va exploiter ça? Est-ce que ça va être une catégorie bien définie? Ou bien c'est pour tout le monde, et là ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent peut-être. Toujours pour les utilisateurs, il faut bien évaluer le degré de maîtrise de l'informatique pour les utilisateurs. Je parle de ce point par connaissance de cause. Je crois qu'il faut organiser des formations dans nos bibliothèques, des formations d'usagers, des formations des utilisateurs à utiliser un système totalement informatisé de recherche, d'exploitation. Du moment qu'on parle de numérisation, donc offrir le texte intégral à l'utilisateur, il faut savoir, il faut apprendre à l'utilisateur de faire sa recherche, peut-être de télécharger son document, etc. Et il y a le troisième point, donc s'agit-il d'utilisateurs intramuraux ou extérieurs? Si on parle d'utilisateurs intramuraux, donc c'est des gens qui se déplacent et travaillent dans la bibliothèque, et là, un système local leur suffit. Mais si nous avons des utilisateurs externes, donc là, il y a la nécessité de mettre ça en ligne, donc de travailler en utilisant le réseau Internet. Là, c'est le point concernant les utilisateurs. Pour le personnel, c'est un petit peu la même chose. Il faut penser à ce personnel. Le nombre est-il suffisant? Est-ce que la bibliothèque dispose d'un nombre suffisant pour mener à terme un projet de numérisation? Alors, est-ce que c'est suffisant? Ou là, il faudra recruter davantage des personnes et il faut faire très attention aux compétences. Et quand je parle de recrutement, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Hamad quand il dit que ce n'est pas un travail d'informaticien. Finalement, quelle que soit la maîtrise de ces techniques par un bibliothéconome, il y a toujours cette nécessité d'avoir un informaticien dans sa bibliothèque, et plusieurs informaticiens dans sa bibliothèque. Et j'insiste encore sur ça parce que, lors de l'enquête que j'ai faite à la bibliothèque d'Alger, j'ai constaté un manque énorme d'informaticiens dans nos bibliothèques. Parlant des bibliothèques universitaires, des bibliothèques d'entreprise, etc. Nous avons un manque énorme d'informaticiens dans nos bibliothèques. Même s'il y a un informaticien, il est finalement rattaché à notre service, ou rattaché à un centre de calcul de l'université. Alors le personnel était assez qualifié pour mener à terme un projet de numérisation. Là aussi, il y a le problème de formation qui revient pour insister sur l'importance de la formation de ce personnel. Parce que finalement, il faut penser à la pérennité du projet, à la continuité du projet. Si il y a un manque de compétences dans la bibliothèque, le projet risque de s'arrêter à une certaine étape. Nous avons envie d'évoluer, de mener à terme ce projet
s'il faut numériser toute la collection de la bibliothèque, numériser toutes les collections, donc il faut faire attention et insister sur le point de formation. D'ailleurs, c'est un point très essentiel, très important, pas uniquement pour la numérisation, mais pour tous les projets de la bibliothèque. Faut-il, alors là, le troisième point, ça va avec la formation continue, c'est d'évaluer les compétences. Le deuxième point après, les acteurs de la bibliothèque, c'est la description du fond à numériser, les catégories de documents. Donc il faut définir, il y a Madame Ancel qui a parlé de ça, la constitution des lots. Moi je voudrais parler beaucoup plus du traitement. Au traitement, nous avons le catalogage, donc selon quelle norme on fait le catalogage, ISBD, UMAR. Ça va se faire autre. Donc, selon quelle norme on fait le catalogage, donc ISBD, MARC, UNIMARC, etc. L'indexation, c'est la même chose. Est-ce qu'on utilise l'indexation libre ou l'indexation normalisée? Et selon l'indexation libre ou l'indexation normalisée et selon quel outil? Et la classification aussi, donc, est-ce que c'est la CDD, la CDU, etc. Mais je voudrais insister sur quelque chose, il faut éviter dans ce type de projet, il faut éviter les classifications mises en. Parce que si on pense à long terme, la bibliothèque aura besoin de travailler en coopération avec d'autres bibliothèques. Donc c'est très très important d'utiliser les normes, de travailler en utilisant donc les normes reconnues. Là nous avons juste un tableau qui recense un petit peu Là, c'est donc un tableau qui est type des types de documents, en parlant de types de documents à numériser. Vous avez les catégories, donc documents imprimés, les documents iconographiques et les microformes. Là, c'est pour définir le type de documents à numériser. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma communication. Numériser en interne, voilà, c'est les moyens matériels et logiciels. Numériser en interne ou là en externe. Donc en interne, la bibliothèque doit disposer de certaines conditions. Les conditions d'achat ou de location, donc le budget. Prévoir les locaux suffisamment grands. C'est-à-dire la bibliothèque doit disposer d'un ou de plusieurs locaux assez grands pour entreprendre cette opération. Évaluer des compétences de l'équipe. Ou là, sinon, il y a la numérisation en externe. Là, on fait appel à un prestataire. Ensuite, il y a le matériel et les techniques. Il y a M. Ramadan qui nous a parlé de ça en détail. Je ne vais pas en revenir. Pareil pour les supports, et je crois que c'est mon dernier slide, voilà. Donc je vous remercie. Je voudrais juste rajouter une petite phrase pour dire... Je voudrais juste rajouter une petite phrase pour dire qu'il faut absolument planifier nos projets, quels que soient les projets. C'est vrai, on a tendance à citer les exemples étrangers, de parler des projets réalisés à l'étranger. C'est vrai, on a envie de suivre cette voie, mais c'est très très important de planifier ça et de faire... On a envie de faire un saut technologique, mais on risque bien de le faire dans le vide. Les choses ne se reposent pas sur un travail normalisé, sur des projets bien pensés et planifiés. Et voilà, je vous remercie.